Mesdames et messieurs, bonjour. Il est l'heure de votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Départ du président de la République à destination du Qatar. L'autre actualité du monde, la Coupe du monde de football 2022 s'ouvre ce dimanche au Qatar. Les détails de ce journal à présent, mesdames et messieurs, comme je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaïla Marguelé, a quitté ce dimanche matin le pays à destination de la ville de Doha, la capitale de l'État du Qatar, où à l'invitation de l'émir Tamim bin Hamad Al Thani, il prend part au coup d'envoi de l'édition 2022 de la Coupe du monde de football. La participation du président Guelleh à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022 donne la pleine mesure de son attachement aux événements de nature à accroître le niveau de contact et de rapprochement des sociétés distinctes du monde. Nul doute que les compétitions sportives, notamment la Coupe du monde de football, intègrent la gamme variée d'initiatives militant dans le sens de l'affirmation d'une société intégrée des nations du monde, régie par des valeurs progressistes de coexistence pacifique, de tolérance et de fraternité. C'est en cela que le sport requiert systématiquement l'adoubement du président Guelleh à l'origine de la politique nationale d'expansion de sa pratique dans notre pays, notamment du lancement des Jeux olympiques annuels et d'autres trophées dans toutes les disciplines sportives. Il y a lieu de préciser également que sous l'impulsion directe du président Ismaïla Marguelé, le sport acquit depuis longtemps le statut de fer de lance de la politique djiboutienne, visant à prémunir la principale force vive de notre nation, en l'occurrence la jeunesse, des affres de l'osivité, de la délinquance, de l'extrémisme et de tous bords. Outre sa participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022, le chef d'État djiboutien mettra à profit, comme à l'accoutumée, ce déplacement à Doha pour s'entretenir en marge avec les principales autorités politiques du pays hôte de l'événement, notamment avec l'émir de l'État du Qatar. Il s'entretiendra également avec plusieurs autres de ses pairs, chefs d'État et de gouvernement de pays frères et amis, participant comme lui à cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022. La Coupe du monde 2022 s'ouvre ce dimanche à Doha avec le match d'ouverture entre le pays hôte, le Qatar et l'Équateur. La rencontre sera précédée de la traditionnelle cérémonie d'ouverture. C'est enfin le jour J au Qatar. 4 ans et demi après le sacre de l'équipe de France à Moscou, la Coupe du monde 2022 s'ouvre ce dimanche au stade Al-Bayt avec le match d'ouverture entre le Qatar, pays hôte de la 22e édition, et l'Équateur, première affiche du groupe A, également composé du Sénégal et des Pays-Bas. Le coup d'envoi du match d'ouverture sera donné à 19 h. La rencontre se déroulera au stade Al-Bayt Al-Khor, qui accueillera également la cérémonie d'ouverture plus proche de celle des Jeux olympiques et que d'une Coupe du monde, a indiqué son concepteur, qui promet 30 minutes de show dans lesquelles de nombreux éléments de la culture qatari ont été inclus. Autre actualité de ce journal, comme de nombreux pays, la République de Djibouti commémore chaque 20 novembre, lors de la Journée internationale des droits de l'enfant, l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989. La République de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale dédiée aux enfants, placée sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. L'édition 2022, comme celle des années précédentes, est organisée par le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFD, l'UNICEF, le ministère du Travail et celui de la Santé. Cette cérémonie démontre l'importance qu'accorde notre pays au plus haut niveau à la question de l'enfance. Présidée par le Premier ministre, elle a réuni dans la salle du spectacle du Palais du Peuple plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, principale organisatrice de cet événement annuel. La cérémonie a vu la participation également des membres du gouvernement, les corps diplomatiques accrédités dans notre pays, les représentants des systèmes des Nations Unies, les parlementaires et une foule d'enfants. L'objectif étant pour les pays signataires de la Convention internationale relative aux droits des enfants, dont le nôtre, qui a également ratifié la charte africaine dédiée aux enfants, de sensibiliser le pouvoir public et l'ensemble de la communauté djiboutienne à promouvoir les droits fondamentaux des enfants, dont notamment ceux axés dans le domaine de la santé, de prohiber l'enrôlement des mineurs dans le milieu du travail. Cette cérémonie a clôturé une semaine des activités qui ont eu pour but de faire prendre conscience de l'importance de préserver les droits de l'enfant, qui est un capital humain. Rappelons également les différents ateliers qui avaient pour but d'informer et de sensibiliser sur l'intérêt supérieur de l'enfant, regroupant
Personnalités parlementaires et sociétés civiles ont aussi organisé dans la semaine par le MFF et l'UNFD en collaboration avec les partenaires techniques nationaux et internationaux tels que l'UNICEF, premier partenaire sur le droit des enfants. La volonté à travers cette journée est de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les enfants à travers le monde, d'engager des actions de plaidoyer et de sensibilisation en direction du large public par rapport aux droits de l'enfant. Chers enfants, chers jeunes, j'aimerais vous féliciter pour votre présence, votre participation active dans la promotion des droits de l'enfant. Cela démontre deux choses très importantes. Tout d'abord, votre capacité et votre volonté à contribuer et à améliorer la situation de tous les enfants au sein de votre communauté. Grandes félicitations. Et ensuite, la volonté et l'engagement du pays à vous faire participer et à vous offrir des opportunités d'être des acteurs positifs du changement à niveau local, national et même international. Dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, a indiqué que le fait de préserver et promouvoir les droits de l'enfant n'est pas une option, mais une nécessité pour un monde meilleur pour chaque enfant. On écoute Mme Mona Ousmane Aden. Organisant la manifestation d'aujourd'hui, fixée par les Nations Unies pour le 20 novembre de chaque année, dans le sillage d'autres manifestations dédiées à l'enfant organisées durant plus d'une semaine et au cours duquel nous nous sommes proposés, en coopération avec tous nos partenaires sectoriels et techniques, de faire le point sur ce que nous avons réalisé et les défis qui nous restent à être relevés. L'intérêt tout particulier accordé à l'enfance est une illustration de la volonté politique sans cesse renouvelée du chef de l'État, président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, de maintenir l'enfant au cœur des politiques publiques et des préoccupations de la société civile et de ne laisser pour compte aucun enfant, qu'il soit djiboutien, migrant ou réfugié. Le décret promulgué il y a un an et portant création du Conseil national des droits de l'homme et de la plateforme nationale de protection de l'enfant témoigne de l'intérêt que l'État djiboutien accorde aux enfants en tant que capital humain et force vive de l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, la ratification de la Convention des droits de l'homme en 1991, le gouvernement djiboutien s'est engagé à promouvoir et à protéger le droit de ses enfants contre toute vulnérabilité, en raison de son âge, à cause de ses conditions socio-économiques ou bien en raison de quelle autre marginalisation vécue par les parents. Djibouti a fait des réalisations substantielles touchant à la situation de l'enfant et des progrès ont été enregistrés au niveau de plusieurs indicateurs relatifs aux objectifs du développement du millénaire. Ces progrès sont attribuables en grande partie aux réformes engagées par le pays pour la prise en charge des enfants dans les différents domaines économiques et sociaux. Les résultats des différentes analyses montrent que le bien-être des enfants demeure notre préoccupation. Dans ce contexte, le ministère de la Femme et de la Famille, à côté de ses partenaires sectoriels et techniques, ne ménagera aucun effort pour développer le programme intégré de la petite enfance, promouvoir la politique nationale de l'enfant et mettre en œuvre le plan stratégique national en mobilisant les partenaires nécessaires à cette question et l'engagement fort de la société civile. Les acquis importants pour Djibouti que constitue d'une part la mise en place de la plateforme de la collaboration et de travail qui regroupe plusieurs départements ministériels d'autre part, la mise en œuvre du plan stratégique permettra, à n'en pas douter, de prioriser les interventions en les orientant vers les enfants les plus vulnérables pour leur faciliter l'accès à tous les services sociaux. Prenant la parole à son tour, le Premier ministre a insisté sur le fait que toute la politique gouvernementale est orientée vers le bien-être des enfants. Voici un extrait du discours du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed. La célébration de la Journée internationale de l'enfant est une occasion remarquable de démontrer tout ce que le gouvernement a déjà fait
pour notre avenir, car mieux que quiconque, l'enfant djiboutien représente le devenir du pays. Je veux saluer, Madame la ministre de la Femme et de la Famille, votre initiative d'avoir organisé cette célébration sur une période d'une semaine en étroite collaboration avec l'UNFD en raison de son rôle essentiel sur la protection et le développement de l'enfant. Nous avons pu éviter à tous les enfants vivant à Djibouti les atrocités de la guerre, leur utilisation dans les conflits ou dans les travaux forcés. Depuis leur naissance, les enfants font l'objet d'une attention particulière par les actions entreprises d'abord dans le domaine de la santé, grâce au programme de la vaccination et du suivi sanitaire, le soutien à l'association de la mère et de l'enfant, mais aussi de l'âge de leur scolarisation avec une forte augmentation du taux de scolarité, notamment pour les filles dans les régions. Ce travail gouvernemental se ressent également dans la protection des petites filles avec la lutte contre l'excision et aussi dans la protection de la petite enfance pour les enfants abandonnés et les enfants des rues. De plus, le gouvernement intervient aussi pour le mieux vivre des jeunes en instaurant toutes les filières de formation à Djibouti et des outils pour faciliter l'insertion des jeunes dans le monde de l'emploi. Le ministère de la Culture et des Sports, de la Jeunesse multiplie les programmes destinés à former une jeunesse saine et motivée. Madame la ministre, vous êtes le point focal de toutes ces actions particulières et vous suivez l'évolution de ces améliorations, mais la protection et le développement des enfants ne sont jamais parfaitement achevés. Aussi, vous préparez aussi l'action gouvernementale pour résoudre les problèmes et les écueils qui se présentent sur ce chemin, en participant activement à la coordination que j'organise. Car, comme le témoignent toutes les réalisations économiques et sociales du gouvernement, l'enfant djiboutien est la première priorité du président de la République de Djibouti. Merci. À l'issue des discours officiels, les personnalités présentes à cette cérémonie ont procédé à une cérémonie de remise de cadeaux. Lors de cette journée marquant la cérémonie de la Journée internationale des droits de l'enfant, le Premier ministre, la ministre de la Femme et de la Famille, la représentante de l'UNICEF ainsi que tous les autres responsables ont remis officiellement aux enfants des cadeaux. Toujours aux nouvelles du pays, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une délégation du haut rang du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La délégation a été introduite par la première secrétaire de l'ambassade de France à Djibouti, Mme Christelle Gomez, auprès du ministre. Madame Gomez a présenté la délégation d'inspecteurs conduite par M. Emmanuel Baye, chargé de coopération du département Afrique au ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. L'occasion pour elle de rappeler le cadre de la mission académique française qui s'inscrit dans le cadre de la coopération académique entre le MENFOP et le ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le chargé de coopération, M. Emmanuel, a ensuite fait le point sur la mission des inspecteurs qui ont chacun décliné leur académie plus d'origine et leur discipline académique respective. Une coopération qui aura compilé et axe prioritaire la mise en place des échanges et des partenariats solides et durables en mutualisant les expertises et expériences et en renforçant la
formation des personnels du MENFOP. Plus encore, cette coopération permettra d'optimiser la mise en œuvre des classes préparatoires aux grandes écoles de lycée Excellence et l'intégration du numérique aux apprentissages, tout en renforçant l'offre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous allons toujours continuer avec les actualités nationales. Le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a remercié dans une intervention a exprimé ses remerciements pour avoir assuré la formation et le suivi des 18 inspecteurs stagiaires djiboutiens qui ont bouclé leur formation il y a plusieurs mois dans les différentes académies en France. Il a salué également l'admirable travail qui a été réalisé dans la mise en place de cette formation complexe ainsi que de la mise en œuvre dans les 6 académies et à l'IH2EF. On écoute le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahamoud. Je vous prie donc de transmettre mes sincères et vifs remerciements à mon homologue, bien sûr, M. Pape Diaye, à la rectrice de l'Académie de Poitiers, Mme Bénédicte Robert, à la chef des départements Afrique, Asie, Océanie et Francophonie, Mme Dominique Borde, mais également à l'inspectrice générale, Mme Tadi, et à toutes celles et tous ceux qui ont vraiment contribué à ces projets d'une importance capitale pour mon pays. Tout ceci est donc de nature à insuffler une dynamique nouvelle de coopération en éducation et formation. Et il faut savoir que la République de Djibouti a placé le capital humain au centre de ses politiques de développement, d'où la priorité au niveau national accordée à l'éducation et à la formation. Enfin, je ne doute pas que les axes prioritaires de coopération que nous avons co-définis nous permettront, Inch'Allah, d'instaurer donc des échanges et des partenariats solides et durables, de mutualiser nos expertises et nos expériences, de renforcer la formation de nos personnels, d'optimiser également la mise en œuvre des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence et d'optimiser également l'intégration du numérique aux enseignements et aux apprentissages. Et bien sûr de renforcer notre offre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Sur ce, je vous souhaite bien sûr une semaine de travail riche et fructueuse avec mes équipes et une formation contextualisée des inspecteurs, bien sûr, de l'éducation nationale, djiboutiens stagiaires, qui permettra de consolider et d'enrichir leur acquis. Un atelier de renforcement des compétences de cybersécurité des ingénieurs IT de l'État s'est ouvert aujourd'hui au Sheraton Hotel Djibouti. L'objectif de formation est d'apprendre à identifier des faiblesses dans un réseau. Elle permettra d'acquérir des connaissances pour tester, exploiter systématiquement les défenses internes et externes en suivant une méthodologie établie. Elle permettra d'apprendre également les contre-mesures à prendre pour atténuer les risques informatiques encourus par l'institution. La formation prévoit, outre les disciplines théoriques nécessaires pour modéliser et résoudre les problèmes posés, des travaux pratiques qui permettent d'appréhender de manière approfondie, à prévenir ou contrer des attaques dans un environnement proche dans la réalité professionnelle. D'autre part, cette formation met l'accent sur la compréhension technique et la mise en pratique des différentes formes d'attaques existantes, ce qui permettra aux apprenants de mesurer le niveau de sécurité de leur système d'information au moyen d'outils d'audit de sécurité d'informatique. La cybersécurité est un facteur indispensable pour une transformation numérique réussie, durable et efficace. En effet, traiter des enjeux de cybersécurité au plus tôt au cœur du développement des services numériques et de la transformation digitale contribuera non seulement à uniformiser les règles du jeu pour l'économie numérique dans le pays. L'atelier se poursuivra jusqu'au 24 novembre 2022. Au niveau interne que dans le cadre des partenariats internationaux. C'est pour la première fois, notamment, que la Commission a fait que ses priorités internes à l'Europe soient ses priorités à l'international, avec un engagement phare dans le numérique. Comme annoncé lors du sommet Union européenne-Union africaine en février dernier à Bruxelles, ainsi que lors de la conférence ministérielle de l'initiative pour la Corne de l'Afrique en avril,
nous avons consolidé une approche Europe en mobilisant les États membres de l'Union européenne, les institutions financières et l'industrie afin qu'ils s'unissent et qu'ils unissent leurs efforts pour soutenir les pays partenaires et coopérer avec eux. Voici à présent un extrait du discours du directeur de la transformation numérique, M. Abdallah Ibrahim Omar. Le Smart Talent est un axe transversal de la feuille de route nationale Smart Nation, découlant de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, qui a placé le numérique comme vecteur de la croissance du pays. Dans cette optique, le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, en partenariat avec l'Union européenne, dans le cadre du projet IDGC, pour l'initiative de la Corne de l'Afrique, se sont attelés dans le développement du numérique à travers 2 actions. L'une de ces actions, l'objectif sera poursuivi par le renforcement de la cybersécurité dans l'écosystème numérique et est mise en œuvre par Expertise France depuis mars 2021. En effet, avec le développement à grande échelle des usages du numérique, le cyberespace prend une importance prépondérante. Toute l'économie, les transactions financières, administratives en dépendent. Il devient crucial de mener des réflexions et des actions afin d'assurer la continuité des services et leur maintien en conditions opérationnelles de fonctionnement, en garantissant une stratégie et une politique nationale de cybersécurité fédératrice de l'ensemble des organes publics, de l'État et du secteur privé. Santé à présent, le directeur général de l'hôpital pneumophysiologie, le Dr Chekib Saïd Omar, a réceptionné un don d'équipements médicaux offerts par la base militaire italienne de soutien en République de Djibouti. Le don est composé de plusieurs matériels destinés au laboratoire, notamment une centrifuge et d'appareils des analyses de biochimie. Ont assisté à cette cérémonie le directeur général de l'hôpital, Dr Chekib Saad Omar, M. Hussein Mohamed Hussein, et le responsable de la coopération civile militaire de la base Gasparetto Andrea. A noter que ces équipements et matériels viennent d'une part renforcer les capacités opérationnelles du service de laboratoire, qui permettra également de contribuer à la prise en charge des patients et à l'amélioration de la santé de la population, et d'autre part traduisent l'excellente coopération et relations entre les 2 pays. Et le commandant de la base italienne pour son appui toujours qu'il nous soutienne au niveau de l'hôpital Dr Chekib Saad. Chaque année, il nous donne des équipements dont l'hôpital a besoin. L'année dernière, ils nous ont appuyé sur le Covid-19 à travers des concentrateurs d'oxygène qui nous ont appuyés. Cette année, on a mis le renforcement sur le laboratoire. Nous avons acquis une machine de biochimie qui va faire tous les examens de biochimie, et aussi une centrifugeuse et des poussérins. Le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la marine nationale djiboutienne, ont pris part du 15 au 17 novembre 2022 à la 2e édition du Saudi International Maritime Forum qui s'est déroulé à Jeddah, au Royaume de l'Arabie Saoudite. Ce forum est une plateforme de rencontres et de discussions bien organisée par la Marine royale de l'Arabie Saoudite et qui s'est tenue sous le haut patronage de son Altesse, le prince Khaled Ben Salman Ben Abdulaziz, le ministre de la Défense du Royaume de l'Arabie Saoudite. Cette 2e édition du SIM fait suite à la première édition qui s'est déroulée en 2019 et avait pour thème principal la lutte contre les menaces qui représentent les systèmes de drones pour la sécurité maritime et les installations côtières. En effet, le développement des technologies des drones autonomes a accru le risque d'attaques importantes par des acteurs mal intentionnés de porter atteinte tant aux bateaux, aux infrastructures portières et côtières et toutes les installations stratégiques. Ce forum a été l'occasion pour les partenaires internationaux ainsi que les industriels de la défense de se retrouver pour comprendre les risques posés par le développement de ces nouvelles technologies et les défis qui posent aux acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour les industriels de la défense de présenter une exposition de moyens développés pour se prémunir contre les systèmes de drones autonomes et protéger de manière efficace les infrastructures et équipements vitaux qui sont positionnés sur les côtes.
Toujours dans les autre actualité de ce journal, le secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes du ministère de l'Intérieur a organisé aujourd'hui dans la salle de conférence de la mairie de Djibouti une cérémonie de remise officielle des équipements bureautiques et informatiques destinés aux nouveaux bureaux régionaux pour la réduction des risques et des catastrophes. Le coordinateur résident des systèmes des Nations Unies, les représentants des organisations onusiennes résidées à Djibouti, les représentants et les préfets également des régions, le directeur général de l'agence de la météorologie et le secrétaire exécutif de l'ONARS ont participé à cette cérémonie. Le secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes a remercié le PNUD, la FAO, pour l'octroi de ces équipements et l'organisation d'une formation de 10 jours destinée aux points focaux régionaux et au cadre de la préfecture et de la mairie de Djibouti. Il a également indiqué que les 5 bureaux régionaux serviront à animer le système d'alerte précoce de la plateforme régionale de réduction des risques et de catastrophes, réaliser également des évaluations rapides après les catastrophes pour une remontée rapide des évaluations après les catastrophes. En effet, étudier les différentes solutions pour valoriser une meilleure gestion d'aide apporte aux sinistrés touchés par les catastrophes naturelles. Nous allons continuer. Je vous emmène au nord à présent, à Tadjoura. Le CIRIDO est une association qui lutte pour la protection de l'environnement, éducation de qualité et le soutien des familles vulnérables dans les localités de la région du Daï. Elle a pour vocation de promouvoir le développement durable et la protection de l'environnement. Parmi ces projets, l'association CIRIDO souhaite former les femmes du Daï et ses avoisinantes dans le domaine de l'artisanat. Cette formation de renforcement des capacités des femmes artisanes vise au premier lieu de sensibiliser les femmes de la localité des Daï et ses environs d'exploiter leur savoir-faire. En commençant des produits locaux, cet atelier a permis de former une 60aine de femmes de la localité des Daï et des environs grâce à des formatrices compétentes sur le domaine de l'artisanat. À travers cette formation, l'association CIRIDO s'est fixé l'objectif d'accroissement de valeur ajoutée des activités de vannerie pour 60 femmes dans ces 3 localités différentes et également d'élever les contraintes qui rencontrent les femmes pour la réalisation des activités productives et résilientes à travers cette formation théorique et pratique. Pour la forêt des Lacs. Et je participe, pas uniquement aujourd'hui, j'ai participé plusieurs fois de l'atelier qui est organisé par l'association CIRIDO au plateau de l'Aïe. J'ai envie de participer avec vous, puisque la majorité des femmes ne sont pas connues dans la région. Et à partir d'aujourd'hui, la production artisane des femmes de Daï va connaître vraiment, va être connue par toutes les Djiboutiens. Et je remercie également l'association qui m'a invité à participer à cet atelier. Vraiment, je suis très content. J'encourage les femmes de Daï de continuer dans ce chemin. Après plus de 2 semaines, la grande conférence sur le climat de l'ONU a pris fin avec plus d'1 jour de retard sur le calendrier prévu, ce qui en fait l'une des COP les plus longues de l'histoire. Ça n'a pas été facile, mais nous avons finalement rempli notre mission, a souligné le président égyptien de la conférence Sameh Choukri. Une déclaration finale, fruit de nombreux compromis, a été finalement adoptée, appelant à une réduction rapide des émissions, mais sans ambition nouvelle par rapport à la dernière COP de Glasgow en 2021. Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant. Et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu, a regretté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'issue de la conférence climatique. Dans la foulée, l'Union européenne s'est dite déçue par l'accord sur les émissions. Ces dossiers de pertes et dommages climatiques des pays pauvres avaient failli faire dérailler la conférence avant de faire l'objet d'un texte de compromis des dernières minutes qui laisse de nombreuses questions en suspense, mais acte le principe de la création d'un fonds financier spécifique. Les textes sur les réductions d'émissions étaient également très disputés de nombreux pays, dénonçant ce qu'ils considéraient comme un recul sur les ambitions définies lors des précédentes conférences. C'est tout pour cette édition des 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.